Bonjour à tous, faire construire sa maison, c'est le rêve de 82% des Français. L'an passé, 277 000 maisons neuves ont ainsi été construites dans des lotissements comme ici ou sur des terrains purement individuels. Alors pour faire face à la flambée des prix du foncier, les Français n'hésitent plus à contracter des prêts de plus en plus longs. Vous le verrez, certaines banques proposent même des crédits immobiliers sur 50 ans. Pour réduire la facture finale, on peut aussi s'offrir une maison en kit. En clair, le constructeur vous livre une coquille vide, à vous de l'aménager. Et puis, au moment où on parle beaucoup d'écologie, la maison de demain sera aussi plus économe en énergie, plus respectueuse de l'environnement. Géothermie, panneaux solaires, des investissements coûteux au départ, mais qui bénéficient de déductions fiscales avantageuses sur le long terme. Alors ces tendances, bien sûr, les constructeurs les suivent attentivement, à l'image de notre invité, Dominique Vontron, est depuis 15 ans à la tête d'une société qui construit des maisons individuelles. Il est aussi partenaire d'un syndicat qui tente aujourd'hui d'assainir une profession où le meilleur côtoie aussi le pire. Dominique Vontron, bonjour. Bonjour Carole. Alors je le disais au début de cette émission, 82% des Français rêvent de se faire construire une maison. Mais dans les faits, combien vivent réellement en maison individuelle? Il y a un Français sur deux qui vit en maison individuelle, ce qui est nettement insuffisant par rapport aux Européens du Nord, notamment l'Irlande, où c'est près de 95%, l'Angleterre 82%. En France, on est vraiment en dessous. Donc ça nous laisse quand même de l'espoir, ouais. Puisque vu cet engouement, on a des belles perspectives devant nous. Alors quand on décide de faire construire sa maison, on la fait construire par qui cette maison? Alors il y a plusieurs acteurs. Les principaux, ce sont nous, les constructeurs de maisons individuelles. On représente plus de 60% des mises en chantier sur toute la France. Les autres, c'est soit le promoteur qui va donc acheter un terrain, le lotir et proposer ses propres maisons. Ensuite, vous avez les architectes, mais c'est une petite part de marché. Et puis, vous avez les maîtres d'œuvre. Alors, dans les maîtres d'œuvre, c'est là que c'est un peu la jungle. Vous avez les bons maîtres d'œuvre et vous avez les pseudos, ceux qui travaillent sans garantie, qui font une concurrence parasitaire, déloyale. Et c'est notre combat. Alors, tout au long de cette émission, on va donner des conseils justement à ceux qui envisagent peut-être, parmi ces 82% de Français qui rêvent de faire construire leur maison. Mais on va déjà aborder un thème qui est primordial quand on décide d'acheter la maison. Il faut souvent contracter un crédit immobilier. Et aujourd'hui, certains Français n'hésitent pas à s'endetter de plus en plus longtemps avec des crédits sur 50 ans. Regardez ce reportage de Céline Crespi. Vous qui êtes dans la construction depuis plus de 15 ans, est-ce que vous ressentez que les Français sont de plus en plus disposés à contracter des prêts très longs? On l'a vu dans le reportage. Oui. Tout à fait, c'est inévitable. Compte tenu de la hausse du foncier, de la désolvabilisation des ménages, on s'aperçoit, et c'est acquis, que les périodes qui étaient il y a une dizaine d'années autour de 20 ans passent à 25, 30 ans, et voire peut-être plus dans quelques temps. Ouais. C'est devenu inévitable. Inévitable parce que le prix du foncier, ça représente en moyenne combien dans l'achat global d'une maison? En proche région parisienne, comme c'est le cas ici, on atteint plus de 60% de l'opération consacrée au foncier. Donc forcément, les jeunes ménages sont pénalisés. Quel est le profil justement alors de ces gens qui viennent quand même s'offrir la maison individuelle? C'est un jeune couple d'environ 30-35 ans qui a déjà un passé de locataire dans une maison individuelle et qui veut absolument devenir propriétaire de leur maison individuelle. C'est plutôt des revenus aisés quand même. On ne peut pas parler de ménages aisés, mais c'est des revenus moyens qui oscillent autour de 4 000 €. Alors là, justement, on est à 40 km de Paris. Le foncier est encore très élevé. Ça veut dire que les parcelles de ces maisons, elles fait combien? Alors là, on est en cœur de village et on a des parcelles moyennes de 380-400 mètres carrés. Ah ouais. Mais ça, c'est pas la moyenne sur l'ensemble de la France, non, évidemment. Elle est supérieure, elle est du double. On arrive à une moyenne nationale de 800 mètres carrés, mais forcément, près des grandes agglomérations, on est obligé de densifier pour construire. La surface sera de 300-400 mètres carrés. Et alors, ces maisons, elles sont destinées à quel type de famille? À combien de mètres carrés? C'est vraiment la famille type, puisque cette maison fait 110 mètres carrés habitables, 3 chambres, une salle de bain, un cabinet de toilette, un séjour spacieux, une belle cuisine,
cuisine, un coin bureautique et puis un garage. C'est assez représentatif aujourd'hui de l'espace vital dont disposent les Français. C'est la surface moyenne de ce qui se construit en France, 110 mètres carrés. C'est la surface moyenne d'une maison de 5 pièces. Et ça a évolué aussi depuis? On a gagné quelques mètres carrés, puisqu'il y a plusieurs années, on était autour de 100 mètres carrés. Il y a quand même 10 mètres carrés de gain, malgré que le parcellaire soit plus petit. On essaye d'optimiser, même si la parcelle est réduite. Tout à fait. Alors nous, on a rencontré Nathalie. Nathalie, elle vit à une quarantaine de kilomètres d'ici et elle a emménagé il y a 6 mois dans une nouvelle maison, la réalisation d'un rêve. Regardez. C'est notre 3e maison, mais c'est notre première construction de maison. Nous avons déjà eu 2 maisons anciennes que nous avons retapées. Et donc, on avait envie de changer, de passer à un style complètement différent. Cette maison, elle fait 180 mètres carrés habitables. On voulait qu'on rentre directement dans la partie à vivre. Une pièce conviviale, sans cloison, de grandes baies vitrées. C'était vraiment notre souhait. On a beaucoup discuté de cela avec le constructeur. C'était vraiment un des points très importants pour nous, la lumière. On est dans une région quand même où il ne fait pas toujours très beau. Et c'était un point important. Le haut est tout à fait classique, il y a 3 chambres, une salle de bain, des chambres quand même qui ont un beau volume puisqu'elles font 14 mètres carrés. Et on voulait également une grande cuisine. Bien, c'est une qualité de vie, je pense, qui est différente. Le plaisir d'avoir un jardin, le plaisir de recevoir ses amis dehors, la possibilité d'être aussi plus au calme, de réaliser une vie différente. Est-ce que la maison de Nathalie est représentative des goûts, des tendances? Ah oui, c'est vraiment la maison qui représente les nouvelles tendances. C'est celle qu'on va visiter est un peu plus petite, mais les formes, les volumes, l'exposition par rapport au soleil de la maison de Nathalie, c'est tout à fait ce qui se fait et qui va se faire de plus en plus. Alors ces tendances, on peut les résumer comment? Alors sur les formes, sur les volumes, de hauteur sous plafond à plus de 2,60 m, un grand séjour qui se prolonge avec un coin repas qui fait plus de 40 mètres carrés et une cuisine à l'américaine qui fait 12 mètres carrés mais qui peut faire 15 voire plus dans certains types de maisons. Est-ce qu'il y a aussi plus de technologie, cette fameuse domotique qui fait tout dans toutes les maisons maintenant ont tendance à avoir un équipement et une domotique, notamment pour la régularisation du chauffage, pour le contrôle des consommations. Et au 1er juillet 2007, il y aura notamment un certificat qui sera remis à chaque acquéreur qui pourra vérifier sa consommation énergétique. Alors justement, une construction neuve, c'est combien au mètre carré? Alors, on peut partir sur une base de 1 000 €, 1 100 €, mais plutôt 1 000 € le mètre carré bâti, en prix client. Alors, quelle est la part, on va dire, des matériaux, là on voit des volets, et la part de la main-d'œuvre, ce monsieur qui est en train de peindre? Voilà, alors il y aura forcément pour l'entreprise de peinture qui est là, 20% de fourniture et 80% de main-d'œuvre. C'est pas équilibré, on pourrait dire 50-50 sur le bâti global, mais on va retrouver le poste, par exemple, du ravalement des enduits, où il y aura beaucoup plus de main-d'œuvre que de fourniture. Alors, cette main-d'œuvre, on sait qu'elle manque dans le bâtiment comme dans l'hôtellerie. Vous qui êtes dans le bâtiment depuis très longtemps, vous le savez. Voilà. Ça se traduit comment chez vous? Écoutez, depuis 15 ans, je vois vieillir nos entreprises et on voit pas forcément arriver la nouvelle génération d'entreprises qualifiées. Vous le sentez bien, ce problème, cette pénurie? Il y a des moments où vous dites, je bloque mon chantier parce que je n'ai pas. On a la chance dans ma société d'avoir créé un noyau dur d'artisans, mais c'est pas le cas dans toute la France et c'est un gros problème de qualification et de trouver les bonnes entreprises. Ça passe par les nouveaux métiers du bâtiment et cette revalorisation des métiers du bâtiment. C'est un problème d'image, vous dites. En France, c'est un problème d'image. Il y a un problème d'image et de renouvellement de génération. Alors justement, certains concurrents, de vos concurrents, ont peut-être trouvé la solution. Ils vont livrer à leurs clients des maisons qui ressemblent à des coquilles vides. Et c'est aux nouveaux propriétaires de l'aménager, de faire les finitions. C'est une sorte d'équivalent des meubles en kit à monter soi-même. Voilà. Regardez, on en parle, mais regardez d'abord ce reportage de Céline Crespi. Est-ce que ce type d'entreprise, ça devient une concurrence sérieuse pour vous? C'est une petite concurrence. Le client qui va prendre le risque de faire construire et de terminer pendant de longs mois
cette maison sera forcément pas un client de constructeur de maisons individuelles. Mais c'est pas notre grosse concurrence. Non, la concurrence, elle est ailleurs. Hein, elle sur est ailleurs. Marché atomisé des constructeurs de maisons. Il y a trop d'acteurs et pas assez de professionnels. Alors trop d'acteurs, 1000 au total en France? Oui, à peu près. Et ils font pas le même métier que nous. Le constructeur de maisons individuelles est fédéré par ce contrat de construction, loi de 1990, qui est le plus sécurisant de tous les contrats. Alors c'est quoi justement? Parce que si je veux faire construire une maison neuve, je dois demander quelle garantie? Alors avec le contrat de construction, loi de 90, vous aurez une garantie d'achèvement à prix et délai convenus, délivrée par un organisme externe, quel que soit si l'entreprise périclite, le client sera assuré d'avoir sa maison dans les délais et au prix convenu. Ça veut dire concrètement, si je vous suis bien, l'entrepreneur, le constructeur est en faillite, c'est pas grave, il y a un fonds de garantie qui va me rembourser. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment la clé de voûte de la loi de 1990. Il y a plus d'1 million de maisons qui ont été construites avec ce contrat de construction qui est le plus sécurisant. Vous avez la garantie de remboursement d'acompte, puisque vous bénéficiez en signant un contrat de construction d'un délai de rétractation. De 7 jours, c'est ça? De 7 jours, c'est la loi Scrivener. En plus, cet acompte vous est restitué en cas de refus de permis de construire définitif, mais c'est rarement le cas, ou en cas de refus de prêt. Donc le client, futur maître de l'ouvrage, est vraiment sécurisé. Ensuite, vous avez un prix qui est forfaitaire, qui est global, donc qui est ferme et définitif. Voilà, donc on a vu une série de garanties avec cette loi de 1990 qui, quelque part, sécurise l'acheteur. Tout à fait. Mais alors, par exemple, si moi je vais voir à côté de chez moi l'entreprise de travaux généraux, l'artisan qui a tous les corps de métier, est-ce que je peux lui demander la même garantie? Alors, s'il les applique, il devient constructeur. Encore faut-il qu'il soit assuré, qu'il ait les assurances décennales et en cours de validité, et surtout qu'ils vous obtiennent ou qu'ils vous fournissent une garantie dommage-ouvrage, la fameuse loi Spinetta, qui est obligatoire. Qui me permet quoi? Qui vous permet, en cas de sinistre, sur les fondamentaux de la maison, c'est-à-dire le gros œuvre, charpente, couverture, de rechercher tout de suite, d'être indemnisé, d'avoir une prise en charge de l'assureur, et c'est à l'assureur de rechercher les responsabilités futures. C'est plus au maître de l'ouvrage. Mais concrètement, ma petite entreprise à côté de chez moi... Elle n'obtiendra pas ces garanties. Notamment, elle ne vous fera pas un prix, un marché forfaitaire, ferme et définitif et global. Elle ne vous apportera pas des garanties de remboursement d'acompte. Elle ne vous apportera pas des paiements échelonnés et maîtrisés. Elle ne vous apportera pas les garanties de bonne fin et d'achèvement. Mais il y a encore des Français qu'il faut construire comme ça avec les entreprises près de chez elles. Ils recherchent moins 10 ans et ils prennent un gros risque. Alors, des consommateurs qui demandent plus de garantie, plus de confort, et puis aussi plus de respect de l'environnement. C'est la maison écologique, c'est une tendance de fond qu'on voit arriver progressivement en France. On a les panneaux solaires, on a la géothermie et bien d'autres systèmes respectueux de l'environnement. Pour certains, eh bien, c'est un engagement, un mode de vie qui est d'ailleurs incité par des mesures fiscales plutôt avantageuses, mais sur le long terme. Regardez ce reportage de Céline Crespi. On a vu que ce jeune couple a poussé très loin le concept de maison écologique, mais est-ce que vous sentez que plus généralement, les Français, eux aussi, ont envie de vivre dans un environnement plus respectueux de la nature et de ce qui les entoure? Ah, tout à fait. C'est plus qu'une tendance. Alors, c'est en fonction de différents critères, notamment budgétaires. Oui, parce que quand même, les déductions fiscales, c'est bien, les crédits mais ça d'impôt reste encore France, 30% plus cher. Voilà, et les crédits d'impôt en France sont vraiment inférieurs par rapport à l'Allemagne, où en France, on fait l'avance et on déduit après, tandis qu'on pourrait imaginer un autre système fiscal où la compensation est immédiate au moment de l'achat. Donc il y a encore des freins en France. Il y a encore des freins en France. Voilà, il y a un grand mouvement qui s'est lancé et qui ne s'arrêtera pas, parce qu'on a tous pris conscience de ce phénomène. Et par contre, ces freins, il faut les combattre et très rapidement. Ouais, mais parce que c'est déjà en application. Ouais, mais il faudra sans doute encore du temps pour voir des panneaux solaires sur toutes les nouvelles maisons. On fait en sorte de montrer des belles choses, donc on va aller dans le bon sens. Dominique Vontron, merci beaucoup. Au revoir, Carole. Au revoir. Merci.
Voilà, cette émission sera rediffusée mercredi prochain à 10h35. Vous pouvez aussi la voir ou la revoir sur le site internet de France 5. Et puis la semaine prochaine, nous irons dans les coulisses de l'e-commerce. Comment aujourd'hui achète-t-on sur internet? Quels sont vos droits? Qu'achetez-vous? À quel prix? On vous dira tout ça la semaine prochaine. Excellente matinée sur France 5.